bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient là en tout cas hier. Donc j'ai l'immense plaisir du coup d'animer cet échange puisqu'on sera aujourd'hui sur un mode qui est davantage dans l'échange, donc un peu différemment par rapport à hier. Et donc ça va se passer de la manière suivante, hein, et on a peut-être quelques questions à poser globalement à Rokhaya Diallo, que je remercie. Et ensuite, effectivement, on aura un temps où vous pourrez cette fois-ci prendre la parole en direct avant d'être plus sur des réflexions communes sur les pistes possibles pour essayer de changer un petit peu les choses, autant se faire que peu. Donc, Rokhaya Diallo, bonjour. Vous n'apparaissez plus à l'écran, je crois. Donc, on va vous retrouver rapidement. Donc, j'en profite pour la présenter. Donc, je pense que Rokhaya Diallo est assez connue malgré tout, hein, chroniqueuse, réalisatrice, essayiste. Vous êtes autrice de plusieurs ouvrages, hein, je pense notamment à Racisme, mode d'emploi. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, des podcasts comme Kif Taras. Et puis, donc, ce fameux film documentaire qui s'appelle Où sont les Noirs, Oui. qui a été du coup possible de visionner donc, dans le cadre de cette conférence. Alors, vous pourrez revenir bien sûr sur cette présentation, mais on a peut-être tout de suite envie de vous poser des petites questions par rapport à ce film. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots quant à la genèse? En fait, pourquoi ce film? Pourquoi maintenant? Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci à toutes les personnes qui sont connectées ce matin et merci pour votre invitation. Je suis très heureuse de participer à cet événement, même si les conditions sont un petit peu particulières aujourd'hui. Alors, ce documentaire, donc, il s'appelle Où sont les Noirs? C'est mon 5e documentaire et c'est un documentaire qui interroge la sous-représentation, voire l'invisibilité des personnes noires sur les écrans français, donc dans la fiction, à la télévision ou dans le domaine du cinéma. Il se trouve que ce documentaire, je l'ai réalisé parce que j'ai été approchée par une société de production qui le portait depuis plusieurs années. Et c'est une idée originale de Ali Rebei et de Richard Coney qui ont tenté en fait de faire, en fait diffuser ce documentaire par une chaîne pendant très très longtemps sans y parvenir. Je suis venue dans la boucle 2 ans et demi avant qu'il ne soit avant qu'il soit fini, et il y a eu quelques temps entre le moment où j'ai été sollicitée et le moment où finalement RMC Story a accepté de le préacheter, qui s'est écoulé. Et ça a été très compliqué en fait de vendre ce documentaire. La productrice m'a expliqué que plusieurs chaînes lui avaient fait comprendre que c'était un sujet qui était considéré comme clivant. Voilà, donc ça a été assez compliqué. Finalement, RMC Story a eu le courage, d'une certaine manière, de prendre ce sujet à bras-le-corps, de lui offrir une très belle visibilité et de permettre à ce propos, puisqu'en fait, il n'y avait pas vraiment de film équivalent qui avait été diffusé à une échelle de grand public, d'avoir cette interrogation sur à la fois l'invisibilité des personnes noires sur les écrans français et aussi les stéréotypes qui les ont accompagnés depuis les tout débuts du cinéma avec les Frères Lumière. Donc, l'idée, c'était vraiment aussi de faire témoigner des personnes qui sont des actrices et des acteurs du cinéma, donc au sens premier du terme, parce que des comédiens et des comédiennes, mais aussi des gens qui interviennent dans l'industrie cinématographique, mais aussi qui ont une réflexion universitaire sur cette représentation-là. Alors, on reviendra sur le contenu lui-même, évidemment, puisque c'est le cœur de notre sujet. Mais peut-être aussi avant, il y a une esthétique particulière dans ce documentaire, avec ces fonds blancs. Qu'est-ce que vous avez essayé de nous dire ou de nous transmettre à travers cette esthétique-là, notamment? Alors, en réalité, moi, ce que je trouvais important, c'était de mettre en scène un sujet qui ne soit pas misérabiliste. Parce que c'est vrai que quand on parle de sujets relatifs aux discriminations, relatifs au racisme, il y a toujours un arrière-fond un petit peu implorant, et puis toujours l'idée selon laquelle l'esthétique est secondaire. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Xavier Puget de Lorraine, qui a vraiment travaillé sur toute la direction artistique. Et je trouvais ça très important d'accompagner le propos des intervenants qui est extrêmement fort, avec une esthétique assumée, ancrée, et en fait vraiment une manière de les mettre à l'image de façon à les valoriser.
C'est-à-dire que vraiment, cette question de l'image, ce n'est pas seulement une question intellectuelle ou une question rhétorique, c'est une question esthétique. Et finalement, d'avoir à l'écran des personnes majoritairement noires qui étaient sublimées par une mise en image, une mise en lumière extrêmement travaillée, encore une fois par Xavier Puel-Lorraine, pour moi, c'était vraiment important. C'est un film, hein, c'est pas un livre. J'écris aussi des livres, j'ai choisi le film. Et pour moi, il était important d'investir le film sur tous les plans, aussi bien sur le plan du fond que sur le plan formel. En tout cas, c'est réussi, puisque Merci c'est beaucoup. Ah, merci, j'y suis très, sensible. oui, très agréable de ce fait à regarder. C'est vrai que ça met la focale sur la personne qui prend la parole et qui donne une force, une puissance finalement à cette parole. Alors, il arrive à point nommé finalement ce film. On est dans une situation où on a eu effectivement une prise de parole forte sur ce sujet de la visibilité des personnes racisées d'une manière générale, mais noires en particulier, parce que peut-être que le problème n'est pas complètement identique, quoique, avec, je pense, l'allocution d'Aïssa Maïga, par exemple, au César, et on voit toute la polémique, effectivement, que ça produit. Absolument. À chaque fois, comme si cette vérité ne devait pas être dite finalement, ou en tout cas, comme s'il ne fallait valoriser que les aspects positifs. Voilà, donc en disant oui, c'est bien, il y a de la diversité, de continuer à avancer, mais plutôt d'un point de vue positif et non pas d'un point de vue de la dénonciation. Comment vous vivez cet élément-là? Alors, pour répondre au premier élément de votre question, vous disiez effectivement que c'est une réflexion qui est valable pour toutes les autres minorités, et je le pense, hein, je pense que c'est une réflexion qui est valable pour les personnes qui sont d'origine maghrébine, les personnes d'origine asiatique qui sont sous-représentées, surtout les personnes d'origine asiatique qui sont sous-représentées dans le cinéma. Après, c'est vrai que chaque groupe minoritaire a une histoire particulière. L'histoire du corps noir, c'est une histoire qui est liée vraiment à une représentation très connectée avec Josephine Baker, une animalisation qui est vraiment particulière. L'histoire des personnes d'origine asiatique, c'est une invisibilité quasi totale, en fait, vraiment un impensé et une incapacité même à imaginer le français d'origine asiatique, d'une certaine manière, le français ou la française d'origine asiatique, est quasiment invisible dans le cinéma. Récemment, il y a eu Made in China, le film de qui a été écrit par Frédéric Shaw et qui a été réalisé par Julien Abraham, mais ça reste complètement anecdotique. Et pour les personnes d'origine maghrébine, c'est un autre registre en termes de stéréotypes, de violence, de délinquance, même s'il y a quelque chose de commun avec les personnes noires sur tout ce qui est délinquance et banlieue, il y a un imaginaire de la personne d'origine maghrébine et de l'arabe qui est encore différent. Mais après, ce sont des questions qui sont connexes et qui parfois se recoupent. Et c'est vrai que quand j'ai réalisé le film, je n'imaginais pas à quel point il tomberait à point nommé, notamment après les Césars et l'intervention de l'actrice Aïssa Maïga, qui a décidé d'interpeller ce qu'elle appelle sa famille, hein, la grande famille du cinéma français, sur l'invisibilité de toutes les personnes minoritaires. Et en fait, l'accueil vraiment très froid qui a été réservé à son discours, c'est-à-dire qu'on a vu une salle incrédule qui avait le sentiment qu'il n'y avait pas de problème. Et ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est l'absence de soutien, vraiment l'absence totale de soutien de la salle, en fait, une salle qui la regardait comme si elle parlait d'un sujet qui n'avait absolument pas lieu d'être. Et puis derrière, quelques réactions, j'ai entendu des gens, y compris des personnes qui sont considérées comme des journalistes ou des intellectuels, dire mais on ne peut pas faire ce discours l'année où Les Misérables sont récompensés, l'année où Lina Kadri de Papicha est récompensée, l'année où Roche Dizem est récompensée. Mais j'ai envie de dire, l'année dernière, par exemple, il n'y avait aucun nommé noir. Aucun nommé asiatique. Il y avait 2 personnes nommées d'origine maghrébine qui étaient Léla Bekti et une autre personne comme meilleur espoir masculin. Bon, son nom m'échappe, je suis désolée pour lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que tous les 3 ans, on a Divine. 3 ans plus tard, on a Les Misérables. Roche Dizem reçoit un César alors qu'il a 54 ans et que c'est un excellent acteur et que je pense que ça fait 20 ans qu'il aurait dû recevoir un César. On ne peut pas se contenter de manière épisodique de quelques récompenses. Et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à n'accepter finalement ces récompenses-là qu'une fois de temps en temps. Et l'incapacité à entendre un discours politique de la part d'une actrice, pour moi, montre aussi une distorsion entre la réalité des acteurs qui ne travaillent pas, parce que c'est ce qu'il faut dire, hein, Aïssa Maïga est visible, mais combien on peut citer de femmes noires actrices en France? Je pense que si on demande aux gens, tout de suite, c'est très, très compliqué.
et puis des réalisateurs, des réalisatrices noires qui sont récompensés. Enfin, je veux dire, Lajli a eu la récompense de Cannes. Avant, il n'a pas eu le soutien en fait des institutions françaises pour faire son film. Donc aujourd'hui, il est reconnu par les Césars, mais ça a été très compliqué. Il a fallu un jury international pour le reconnaître, pour que finalement sa nation lui accorde cette reconnaissance. Donc oui, je trouve que la réflexion a vraiment aujourd'hui tout à fait lieu d'être parce que cette représentation est encore très, très timide et très timorée. Et c'est vrai que quand je parle de l'absence de soutien, j'ai envie de comparer à l'année où il y a quelques années, quand Patricia Arquette a fait un discours aux Oscars. Alors, c'était sur la représentation des femmes, mais tout de suite, dans le public, on a vu… pardonnez-moi, j'oublie son nom. Kramer contre Kramer, enfin l'actrice hyper connue, blonde, américaine. Si ça revient à quelqu'un voilà, qui l'a soutenue directement depuis la salle, qui a montré vraiment un soutien extrêmement appuyé. Meryl Streep, voilà, merci. Meryl Streep qui l'a pointé du doigt, qui s'est levée, etc. Et la salle ne pouvait être qu'emportée. Et il a manqué aujourd'hui en France cette figure tutélaire pour dire, voilà, on est d'accord avec vous, Aïssa Maïga, et c'est important, ce discours est important. Tout à fait. Donc, il y aurait effectivement beaucoup à dire sur le refus d'entendre des dénonciations sur ce sujet, là où on l'entend parfaitement, effectivement, quand ça concerne éventuellement d'autres groupes. Alors, vous abordez la question de l'invisibilité des Noirs, plus spécifiquement, et notamment dans les médias, puisque cette invisibilité, elle existe aussi dans d'autres sphères, hein, mais votre champ, ça reste celui, bien sûr, des médias et du cinéma. Et en même temps, j'avais envie de vous demander, à titre un peu de boutade, vous êtes très présente dans les médias. Hein, vous avez été classée, d'ailleurs, par le magazine Slate parmi les 100 Françaises les plus influentes, y compris par un autre classement britannique comme dans les 30 personnalités noires européennes aussi les plus influentes. Vous avez même reçu un prix à Londres comme la journaliste de l'année pour l'European Diversity Awards. Mais comment faites-vous alors, Rokhaya Diallo? J'ai l'impression que je suis un peu miraculée. C'est vrai que je bénéficie d'une visibilité pour le moment. Après, moi, j'ai tout à fait conscience du fait que ce sont des visibilités qui parfois sont éphémères ou qui peuvent faire l'objet tout d'un coup. Il y a des gens qui sont là, très, très présents et qui du jour au lendemain disparaissent. Et c'est un sort qui peut aussi m'être réservé. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Vous notez effectivement que j'ai cette chance d'avoir une visibilité, en tout cas d'avoir une plateforme importante pour pouvoir diffuser mes idées. Mais je pense que vous avez remarqué aussi que je suis souvent la seule, Ouais. qu'il arrive très, très rarement. Déjà, il n'y a souvent pas d'autres femmes. Dans les plateaux où je participe à des débats, je suis souvent la seule femme et tout le temps la seule personne minoritaire. C'est-à-dire que toute minorité confondue, il est très, très rare qu'il y ait une autre personne minoritaire à mes côtés sur un plateau de télévision. Donc, ça signifie quand même que… Et j'ai une présence certaine, mais ce n'est pas non plus une présence incroyable. Donc, ça veut dire quand même que le problème est encore là et que j'ai été présente, ça fait 10 ans que je fais ce métier maintenant, un peu plus de 10 ans, ça va faire 11 ans. Et je pense que j'ai bénéficié d'une série de concours de circonstances et de rencontres qui m'ont permis d'avoir une présence assez importante au départ sur RTL et sur Canal+, et de la maintenir par un travail qui finalement, en écrivant des livres, en faisant des documentaires, de la maintenir. Et puis surtout, je pense que le fait d'avoir aussi une présence à l'étranger, ça a, d'une certaine manière, permis, là où il y avait des polémiques en France, de contrebalancer les discours sur la crédibilité. C'est-à-dire que le fait d'avoir une reconnaissance dans des pays étrangers et de produire du travail pour la presse étrangère aussi, ça a permis de ne pas complètement me disqualifier de la sphère française à des moments où ça avait pu être un peu difficile. Il y a des moments où je ne vous cache pas que ça a été vraiment compliqué, où j'ai fait vraiment l'objet d'hostilité, tentative vraiment de mise sur le côté par rapport à l'espace public. Mais ce n'est pas très simple en fait. Hein. C'est vrai que vous le dites… moi, j'ai quand même le sentiment que j'ai un droit à l'erreur qui est très, très réduit par rapport à d'autres. C'est-à-dire que la moindre faute est payée au centuple par rapport à d'autres personnes et que malgré tout, mes déclarations font l'objet d'une attention extrêmement importante. Et que ce n'est pas très simple déjà d'être une femme dans un espace très masculin pour s'exprimer. Donc, je pense que voilà, les femmes connaissent ça, s'exprimer, c'est toujours être interrompu, devoir vraiment investir beaucoup d'énergie pour avoir un propos qui a un début et une fin. Et puis aussi, être une personne noire et aussi s'exprimer sur des questions minoritaires, ça veut dire toujours faire l'objet de suspicion.
C'est-à-dire qu'une personne, une personne blanche dirait les mêmes choses que moi, ne serait pas perçue de la même manière. Moi, c'est systématiquement des accusations de communautarisme, de désamour vis-à-vis de la France, comme si c'était une question, en fait, pourquoi, quand c'est moi, il y a un débat. Et donc, toujours des tentatives de disqualification qui n'interviendraient pas si mon apparence n'était pas la même. Tout à fait. C'est bien entendu un vaste débat. Donc, vous montrez bien dans ce film Où sont les Noirs. Donc, vous dénoncez deux choses, à la fois l'invisibilité des Noirs dans les médias, mais aussi la visibilité tronquée, pour le coup, basée sur des stéréotypes, notamment autour de rôles prédéfinis, prédéterminés, autour du corps aussi. Ça a été bien montré. Donc ça, c'est quelque chose qui était fort dans votre film, avec aussi parfois des choses qui font bondir dans ce qu'on entend. Et je pense notamment à un moment, un sujet sur les quotas, en tout cas. Et j'ai été surprise, par exemple, d'entendre l'une des participantes qui s'occupe d'une maison de production dire ah ben oui, mais est-ce que les personnes qu'on aurait prédéfinies dans le cadre d'un quota, finalement, auraient les compétences pour mener ou remplir un certain nombre de rôles? Le même discours que l'on a pu entendre dans le monde de l'entreprise, par exemple, autour de ces sujets. Oui, alors c'est une vraie question. Effectivement, la question des stéréotypes qui reviennent a été bien dépeinte par Marie-France Malonga, qui a identifié 3 stéréotypes récurrents dans le cinéma. Donc, le stéréotype du sauvage, de la personne qui n'est pas adaptée à la civilisation dominante et donc qui voilà, a besoin de se conformer ou dont la sauvagerie, entre guillemets, fait l'objet de comiques. Et la question de la personne aussi, la personne délinquante, donc la personne, le fauteur de troubles, donc, qui a une figure récurrente, qui va être incarnée par la personne de banlieue, par la personne violente. Et enfin, la troisième figure, c'est la figure de la victime. Donc, il y a une figure d'une personne qui n'a pas de papier, qui a été réduite à l'esclavage et qui souvent est sauvée par un personnage blanc qui fait effectivement figure de personnage un peu référent qui sauve. Et ce qu'ont dit les femmes aussi qui témoignaient, c'est que elles se sont vues souvent proposer des rôles de prostituées. Extrêmement souvent. Et c'est vrai qu'elles disent qu'il n'y a pas de mal à jouer ce type de rôle, mais la question, c'est la récurrence. C'est-à-dire que là où on ne les voit pas comme des femmes à part entière qui peuvent jouer tout type de rôle, il y a une espèce de récurrence. C'est ce que dit aussi Sonia Rolland. Elle disait qu'il y a toujours cette idée de la femme noire très sexualisée, très féline, où effectivement on va la décrire comme ça. Et c'est quelque chose qui est très récurrent et qui les empêche finalement de déployer leur talent dans des rôles beaucoup plus classiques, on va dire. Et pour en revenir, alors votre question c'était, du coup je me suis perdue. Mais c'était effectivement sur cette double tendance qui est à la fois de l'invisibilité d'une part et puis de la visibilité tronquée, en tout cas j'appelle ça comme ça, d'un autre côté. Ça veut dire qu'en réalité, on se sent comme un piège, c'est-à-dire soit on ne montre pas, Oui. quand on montre mal, entre guillemets. Exactement, exactement. Et vous avez parlé de la question des quotas, c'est ça, la question des Voilà. quotas. Voilà. Effectivement, c'était intéressant parce que c'est Memona Interman, donc, qui avait été anciennement membre du CSA, disait que lorsqu'elle avait commencé, elle était opposée à l'idée de quotas et qu'en fait, après avoir effectué sa mission pendant tant de temps, elle ne voit pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a l'impression qu'il faut mettre en place une politique volontariste. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de stéréotypes sur les États-Unis, dont celui des quotas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les quotas sont interdits depuis 1978. Donc, il n'y a pas de quotas aujourd'hui aux États-Unis, mais il y a du volontarisme. Il y a à la fois du volontarisme et à la fois des espaces communautaires. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes, il y a une chaîne notamment historique noire qui s'appelle BET, qui a mis en scène des contenus avec des personnes, enfin voilà, avec des séries, des contenus, des émissions, etc., des personnes qui étaient toutes noires et qui ont pu aussi s'exercer parce que ce qu'on dit peu, c'est que les acteurs noirs ou non blancs, pour être plus large, qui n'ont pas de rôle, en fait, ont moins d'opportunités de travailler. Et moins d'opportunités de travailler, ça veut dire moins d'opportunités de progresser. Donc, pour des acteurs qui démarrent au même âge, on a des acteurs blancs qui vont régulièrement travailler et donc s'exercer et donc progresser, et d'autres qui vont être enfermés dans des seconds rôles ou dans des rôles de figuration, des rôles où ils vont avoir 2 ou 3 lignes de texte et ne vont pas avoir la même possibilité de déployer leur talent et vont arriver à un âge plus avancé en étant moins exercés. Et BET, cette chaîne américaine, a été aussi
d'une certaine manière, un espace qui a permis à des acteurs de déployer leur talent avant de devenir des acteurs mainstream. Donc ça, c'est aussi ce qui nous distingue par rapport aux États-Unis. Et je ne sais pas si les quotas sont nécessairement une solution, mais en tout cas, le volontarisme, le fait, par exemple, que des chaînes publiques ne devraient pas accepter d'acheter des contenus qui, comment dire, ne reflètent pas ce qu'est la France d'aujourd'hui quand c'est approprié, hein, par rapport à l'histoire. Pour moi, ce serait déjà un pas vers le volontarisme. Alors, on peut peut-être à ce moment de la conférence essayer de donner la parole au public. Enfin, je ne sais pas comment il faut appeler maintenant ça. En tout cas, ce qui n'hésitez pas. Donc, vous pouvez demander à poser une question à Rokhaya Diallo. Et puis, dans un second temps, on reviendra sur les solutions. Alors peut-être que pour démarrer, parce que c'est peut-être pas évident de prendre la parole comme ça, moi j'aimerais, je sais que Naïm Aït-Sidoum est là parmi nous, qui a réalisé le film Africa, hein, qui faisait partie des ressources que les uns ou les autres ont pu voir. Bonjour Naïm. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, merci à vous. Est-ce que vous, de la même manière, un peu dans l'esprit des questions posées à Rokhaya, qu'est-ce qui vous a poussé, vous à travailler ce sujet-là, notamment, je pense, au film Africa, mais pas que. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette genèse? Oui, tout à fait. Alors, moi, je dirais que je me situe sur un plan qui est un peu différent parce que je ne travaille pas à la même échelle, si vous voulez, que ce que Rokhaya Diallo vient de décrire ou ce qui est décrit dans son film. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le parti assez clair de travailler à une toute petite échelle, c'est-à-dire dans un quartier à la Villeneuve de Grenoble, qui est aussi, c'est à la fois le quartier dans lequel je travaille et c'est à la fois le quartier dans lequel je vis. Et de travailler avec non pas des acteurs professionnels, mais des habitants du quartier pour faire des films. Donc la question à cet endroit-là se pose de manière complètement différente, puisque je dirais que bon, il y a les questions liées à l'industrie du cinéma et des questions de représentation, que nous, d'une certaine manière, en travaillant à une toute petite échelle et un peu autrement, c'est d'autres questions qui se posent. Ou en tout cas, on n'est pas face à ce même problème de l'accès à la représentation, on va dire, dans les grands circuits de distribution cinématographique et ainsi de suite. Ce qui pose en fait aussi en parallèle de cette question de la représentation, la question aussi il y a une certaine manière de faire des films majoritaires qui demandent beaucoup de moyens, avec aussi des réseaux de distribution, des contacts et ainsi de suite. Et il y aurait peut-être aussi d'autres manières en fait, de fabriquer des images qui seraient à une autre échelle. Voilà quoi. Donc ce film Africa, il se fait avec un groupe d'habitants du quartier de la Villeneuve dans un théâtre qui est le théâtre du quartier. Et c'est un huis clos où en fait un personnage extérieur, un metteur en scène, vient proposer de faire un spectacle à ces jeunes et il leur propose, en étant d'accord avec l'un d'entre eux, de faire un spectacle sur l'Afrique, ce qui est évidemment très problématique. Et l'objet du film va être de voir comment justement ces jeunes gens vont se départir ou vont répondre à voilà, cette espèce de thématique un peu identitaire qu'il leur est proposée. C'est un peu ça l'objet. Mais moi, si vous voulez, le principe que je me fixe, et puis pas que dans ce film, mais dans les films en général, c'est de me dire, bon, bah tiens, je fais confiance d'abord aux gens qui sont en face de moi. C'est-à-dire que en fait, j'ai des jeunes gens en face de moi, et j'estime que par rapport à une question qu'on peut se poser ensemble, tout le monde est aussi légitime pour y répondre. Donc voilà. Mais c'était d'abord ça que je voulais dire, c'est-à-dire, première remarque, c'est que quid justement de la question du système économique en fait, qui sous-tend tous ces rapports que j'appellerais de manière générale tous ces rapports d'inégalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des inégalités sont perpétuées
sont reconstruites ou sont prolongées en fait, à partir aussi d'un système économique qui le permet, qui crée ce système de domination. L'autre chose que je voulais dire, c'est quand on parle par exemple de quartiers populaires comme la Villeneuve, en termes de discrimination ou en termes de quartiers dits sensibles, moi j'aurais tendance à dire, si on change en fait d'échelle de travail économique, on peut aussi considérer que c'est des quartiers qui sont non pas des quartiers, on peut renverser la perspective, c'est-à-dire que moi personnellement, vivre ailleurs qu'à la Villeneuve et travailler ailleurs que dans un quartier qui est ouvert sur une géographie et sur une histoire qui sont extrêmement larges, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que en fait, je ne me vois pas travailler ailleurs que dans un endroit comme ça, qui est un endroit en fait de croisement et d'ouverture géographique historique, même si c'est une géographie et une histoire qui contiennent aussi des c'est pas simple en fait, c'est aussi un endroit de conflit et de violence, mais en tout cas, je travaille à une échelle, en étant dans un quartier populaire, je travaille à l'échelle du monde, je travaille pas à l'échelle d'un centre-ville, d'une petite ville de province, voilà. L'autre chose, c'est aussi de considérer, par exemple, des jeunes habitants d'un quartier populaire qu'on pourrait appeler banlieue de province ou ainsi de suite, comme étant, à mon avis, beaucoup plus connectés en fait sur le monde et ses changements que une même jeunesse en fait issue par exemple, d'une bourgeoisie de centre-ville qui est beaucoup plus protégée et qui est moins en lien en fait avec les questions du monde. Donc, je dirais, moi, ça serait ça un peu ma maxime, c'est-à-dire en changeant d'échelle, se rendre compte qu'en fait, là où on voit en fait des soi-disant publics empêchés, soi-disant publics discriminés, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être par là que le monde passe, en fait. Voilà. Alors, quelque part, le lien, c'est que vous posez tous les deux choses, la question de la légitimité de la prise de parole. Et en même temps, en fait, la parole se prend, elle ne se donne pas. Donc, vous, à travers vos productions, l'un et l'autre, c'est finalement ce que vous avez choisi de faire. Et vous réinterrogez aussi par là même le système économique. On sait bien entendu que les discriminations sont systémiques. Il y a des modes de fonctionnement qui fait que les groupes privilégiés gardent leurs privilèges et que pour y accéder, ça reste compliqué. Alors, ça fait partie des solutions qui ont été proposées hier lors de la conférence avec Nicolas Bancel, en disant finalement, on a deux types de réflexions à avoir. On en a une sur la production des images, qui produit les images, comment pourrait-on faire pour que ce soit d'autres types d'images qui soient produites. Et puis, il y a aussi un travail sur la réception des images, pour être vigilant, attentif aussi à ces sujets. Alors, parmi les solutions proposées sur la production des images, il y en a 3-4, hein, donc bien entendu, parmi celles-là, c'était, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, la figure de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est faire ses propres images et à travers YouTube par exemple, à travers aussi les films ou les documentaires que vous proposez. Donc, est-ce qu'il faudrait encourager, est-ce que plus de personnes issues des minorités, comme on dit maintenant, puissent être leurs propres entrepreneurs de l'image, leurs propres producteurs? Disons que c'est un peu la conclusion vers laquelle se dirige le film en termes d'alternatives, notamment en mettant en avant un YouTuber qui est Pat Laréal, mais aussi une association qui est dans le 20e arrondissement de Paris, qui s'appelle le LABEC, qui permet à des jeunes du quartier, donc c'est un quartier assez populaire de Paris, d'accéder au métier du cinéma, qui vont vraiment de l'interprétation à la comédie jusqu'à la réalisation. Donc, ce sont des solutions alternatives. Toutefois, je pense qu'il reste quand même important que tout le monde ait accès aux mêmes chances. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas non plus déporter la responsabilité de la possibilité de produire des images sur des individus. C'est vrai que moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ce documentaire et de pouvoir accéder à cet espace qui est RMC Story, et le documentaire va faire sans doute l'objet d'autres acquisitions par d'autres chaînes, et j'imagine qu'il va être projeté ailleurs, donc c'est une chance. Toutefois, c'est important que les films soient financés par le CNC, et le CNC, c'est de l'argent public, et je regrette aujourd'hui que Roman Polanski ait un tel financement quand des personnes qui sont talentueuses, qui sont issus de quartiers populaires, etc., n'aient pas accès à des financements, alors que c'est de l'argent qui est destiné à pouvoir produire une image
réaliste de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se battre pour que les moyens qui existent aujourd'hui, que ce soit YouTube, que ce soit les téléphones portables, etc., puissent permettre à des gens d'avoir accès à la création. Mais il faut aussi se battre pour que ces espaces-là soient investis par des gens qui peuvent donner l'accès plus largement à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un très très fort népotisme dans le domaine du cinéma français qui fait que les rôles sont quand même confiés à des personnes qui connaissent des personnes qui sont issues de certaines familles, etc. Et que parmi les gens qui sont producteurs et qui sont productrices, donc qui ont accès au portefeuille et qui ont accès au financement, il y a encore très très peu de femmes et encore moins de personnes qui sont issues de minorités. Et j'ai envie de citer une femme comme Laurence Lascari, qui est productrice de cinéma, qui a produit un film qui s'appelle L'Ascension et qui a une société qui s'appelle De l'autre côté du périph' et qui fait aussi partie du collectif 50-50 qui fait la promotion pour qu'il y ait 50% de femmes dans le monde du cinéma. Et parmi elles, il y a Céline Sciamma et d'autres femmes réalisatrices comme Rebecca Zlotowski. Mais pour moi, les deux combats doivent se jouer en parallèle. On ne peut pas se contenter de moyens mineurs parce qu'on est minoritaire. Donc ces moyens-là, il faut les investir parce qu'on les a aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que les institutions donnent l'accès à tout le monde de manière égalitaire parce que c'est aussi le propos de la République. D'accord. Alors, très, très bien, oui, c'est important de rappeler ces éléments. Alors, je voudrais donner la parole donc maintenant à quelques personnes qui le demandent. Je propose à Patrice Ferru de pouvoir poser sa question. Je suis désolée, je ne vois pas toujours les personnes directement sur l'écran. Oui. Oui, bonjour. Merci, merci de m'entendre. J'étais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ait le choix, quoi. On n'est pas obligé systématiquement d'avoir la possibilité d'attendre, d'être un peu à côté, toujours à attendre que ça puisse se faire. Non, le Centre national de la cinématographie dont a parlé Rokhaya, effectivement, est important. On ne peut pas se permettre, nous, de dire, écoutez, on a un choix confidentiel. Il faut avoir ce choix confidentiel, mais il faut aussi avoir l'option de faire autre chose, de pouvoir faire autre chose. Et pas uniquement de se dire que la seule possibilité qui nous est possible ou qui nous est proposée, c'est d'être dans un choix confidentiel. Il y a des festivals, il y a aujourd'hui des plateformes comme Netflix, comme Amazon, il y a tout un tas de possibilités, il y a un champ des possibles. Mais en même temps, on ne peut pas simplement dire à ces personnes, votre cas de figure, il est là. Moi, je reprends par exemple l'exemple de All Inclusive, All Inclusive, je crois, c'est un film qui a été tourné en Guadeloupe. Et ça m'avait frappé de voir qu'on tourne un film en Guadeloupe avec donc tous les moyens cinématographiques du CNC et tout, et on tourne le film sans les Guadeloupéens, ou quasiment sans les Guadeloupéens. On transpose des choses. Et je trouve ça dommage. J'ai toujours cette idée, moi, de l'athlétisme. Pour moi, je pars du principe que c'est comme si on était… il y avait certains qui étaient 20 mètres derrière pour faire le 100 mètres. Donc, il y avait 20 mètres Mais ce n'est pas parce que ces personnes qui avaient 20 mètres derrière arrivent à faire un résultat à la fin que ça valide le fait qu'ils étaient derrière, quoi. Donc, c'est ça qui m'interpelle. Et j'ai envie quand même de le dire qu'on ait les choix confidentiels, qu'on ait choisi de faire du cinéma pour son quartier, ou peut-être pour parler de ces histoires à travers ce principe. Je trouve ça tout à fait louable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit être exclu d'un principe global pour lequel nous payons aussi des impôts. Exactement. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. J'aimerais donner la parole maintenant à Théo. Théo, vous nous entendez? Ouais, je vous entends. Vous pouvez quand même vous présenter peut-être rapidement. Alors, c'est Marianne qui va parler. Bonjour, Marianne. Bonjour. Tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Mariam. Je suis en CM2, pardon. Je me suis trompée. Tu as une question? Pour Rokhaya, vous dites que c'est difficile d'être une femme noire dur le milieu du cinéma. Est-ce que, selon vous, c'est plus dur d'être un homme noir ou une femme noire? Ah, c'est une bonne question, ça.
Alors, je pense qu'une actrice noire serait plus à même de me répondre. Disons qu'il y a toujours des dynamiques, c'est différent. Je pense que c'est difficile de faire des échelles, mais c'est différent. Ce que je disais, c'est que pour les femmes noires, il y a un registre très sexualisé qui est très investi et très présent, où vraiment les femmes, en fait, on va s'attacher beaucoup plus à leur plastique. Et c'est pas seulement dans le cinéma, hein, de manière générale, on se rend compte que même les femmes noires qui ne sont pas du tout dans le domaine du cinéma, mais on a pu le voir avec des femmes politiques, etc., que la question de leur apparence, de leur plastique est très, comment dire, très notée, très soulignée, etc. Donc, dire que c'est plus facile ou plus dur, le fait est qu'aujourd'hui, la personne noire qui est la plus connue dans le cinéma français, c'est Omar Sy, c'est un homme. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme qu'il est connu, parce qu'il y a eu un concours de circonstances et que sa notoriété est liée aussi au fait c'est un très bon acteur, mais aussi qu'il a joué dans un film qui a été très vu. En tout cas, ce que je pense qui est important de dire, c'est que les femmes noires et les hommes noirs sont exposés à des clichés qui ne sont pas exactement les mêmes. Tu vois, ils peuvent avoir des choses différentes. Mais il y a une discrimination qui est historique et qui frappe les hommes et les femmes. Mais par exemple, je trouve que par exemple, pour les personnes d'origine maghrébine, j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup moins visibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes visibles que de femmes. Et pour c'est le sentiment que j'ai, qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément eu la carrière qu'elles méritaient et que les hommes sont quand même plus à même, parce que le cinéma reste quand même un espace masculin où les premiers rôles sont souvent des premiers rôles masculins. Et je pense que ça reste quand même un avantage d'être un homme. Naïm, est-ce que vous pensez que c'est plus facile finalement d'être un homme? Est-ce que vous pensez que si vous aviez été une femme, les choses auraient été encore plus compliquées? Ah bah, c'est difficile de répondre parce que j'ai qu'une vie et du coup, je n'ai pas de quoi comparer. Statistiquement, évidemment, enfin, il suffit de se référer aux statistiques pour se rendre compte qu'en règle générale, en termes de chance, si on parle en termes de chance, l'industrie, et même pas que l'industrie du cinéma, mais le cinéma en général est plus masculin que féminin. Mais en fait, encore là, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment d'être un peu à côté, c'est-à-dire de pas exactement être à l'endroit de l'industrie et de pas être dans un secteur justement spécialement concurrentiel. C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire un peu ce que je fais moi dans mon coin. Donc, à ce compte-là, c'est peut-être pas une question de chance, c'est encore autre chose. Mais j'avais juste une remarque à faire, c'est-à-dire que le cinéma français, dans sa production courante générale, se répète, en fait. Il est morne. Il se répète parce qu'on voit, en effet, le même type d'intrigue, le même type de personnage, le même type de corps, et ainsi de suite, et les mêmes manières de faire les films. Il est donc très ennuyeux. Et moi, je pense que en réalité, et on avance toujours l'argument que c'est ce que les spectateurs veulent voir, mais je ne pense pas que ce soit ce que les spectateurs veulent voir. Donc, je pense que c'est ce qu'on leur donne, en fait, et que par défaut, c'est ça qu'il y a. Alors, je pense que s'il y a autre chose, mais le fait est que, comme vous l'avez dit, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que la parole, elle se prend, elle ne se donne pas, et c'est une maxime qui va pour le droit en général. Un droit, ça se prend. Et donc, je pense que, faute de mieux, l'industrie, je ne sais pas si elle est en capacité par elle-même, je ne pense pas qu'elle soit en capacité par elle-même de changer, et il faut la forcer à changer. Et pour la forcer à changer, je pense en tout cas que si des gens se mettent à faire des films autrement et que ces films sont pas dans la répétition du même tel que le cinéma français existe aujourd'hui majoritairement, les gens voudront les voir cela plutôt que d'autres, quoi. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que ça a été évoqué par plusieurs des intervenantes de mon documentaire, c'est l'arrivée des plateformes comme Netflix. Alors après, Netflix, ça a aussi le travers de la grosse société capitaliste américaine, etc. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que, par exemple, une mini-série comme Self-Made, qui a été diffusée il y a quelques semaines sur Netflix avec Octavia Spencer, peut faire partie du top 10 en France, alors que c'est l'histoire d'une femme noire au siècle dernier. Et pourtant, c'est une série dans laquelle, finalement, tout le monde s'identifie parce que c'est une aventure entrepreneuriale voilà, d'une femme qui fait face à l'adversité. Donc, ces plateformes, en fait, montrent qu'un film turc
tout à fait, peut remporter l'adhésion de personnes qui n'auraient pas eu accès à ce film-là autrement, de la même manière qu'une série espagnole peut être une série absolument, comment dire, populaire parmi des gens jeunes. Donc, je pense que ces plateformes sont aussi en train de changer la donne. Il y a aussi une série de vampires avec des personnages d'origine maghrébin qui sont des rôles principaux, sans que ce soit le sujet, sans que leur origine soit le sujet. Donc, Netflix est aussi aujourd'hui en train de démontrer que d'autres types de profils peuvent être des premiers rôles sans que leurs origines ne soient nécessairement le sujet. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être. Et que finalement, ce ne sont pas les barrières qu'ont prétendu, que les producteurs ont invoquées pendant des années. Et ça, je trouve que c'est en train de transformer, de changer la donne. Et que si le cinéma français, je suis d'accord avec Naïm, si le cinéma français n'ingère pas ces nouvelles réalités et n'en tient pas compte, effectivement, il court à sa perte. Oui, tout à fait. Alors, ce que vous mettez en avant, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une politique de la demande, en tout cas, elle n'est pas organisée, mais qu'il faut une politique de l'offre. Le deuxième élément qui me paraît très important que vous soulignez, c'est la multitude et la variété des thèmes à aborder, parce qu'on voit bien que c'est vrai pour les rôles qui sont donnés, mais c'est finalement aussi vrai pour les productions. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute suffisamment d'égalité au sens générique quand des producteurs eux-mêmes issus des minorités, etc., pourront faire des films sur des thèmes autres que ça. Alors, c'est quelque chose que vous évoquez, Naïm, dans votre film Africa, justement, en disant, est-ce que parce qu'on est dans un quartier et que les participants sont noirs et arabes qu'il faut parler de l'Afrique? Ça a fait l'objet d'une discussion importante dans ce film. Oui, bah, en fait, c'est aussi la question de… bon, le cinéma, c'est une chaîne qui est faite par un certain nombre d'acteurs. Les acteurs, pas les acteurs justement, les comédiens sont ceux qui sont les plus visibles et c'est là-dessus qu'on focalise. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on attend même des comédiens qu'ils aient quelque chose à dire plus que d'autres en public et ainsi de suite, ce qui à mon avis est à mon avis une erreur, je pense. Les comédiens ont autant de choses à dire que les producteurs, les réalisateurs, les ingénieurs du son, les diffuseurs et ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous voulez, tant que il faut pas se cantonner en fait à la question du rôle et de l'acteur. Ce qui est important, c'est toute la chaîne de production. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des projets autres qui soient portés, mais c'est possible si toute la chaîne de production, ou s'il y a une diversité dans tous les autres postes, c'est-à-dire si à un moment donné, s'il y a d'autres formes de production, avec d'autres types de producteurs, d'autres formes de techniciens, d'autres manières de mobiliser les moyens, d'autres manières de mobiliser aussi des entourages, et ainsi de suite. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça va… enfin, plus on va aller vers la question de la production, plus on va aller en profondeur sur ces questions, je pense. C'est sûr. Alors, on voit tout de suite le nombre d'obstacles qui sont à passer quand on travaille sur ces sujets que l'on voudrait qu'il y ait une visibilité plus large des différentes représentations françaises. Finalement, il faut aussi combattre les questions d'inégalité femmes-hommes, qu'il faut aussi combattre les questions de distinction économique par rapport à ces sujets. Donc, il y a beaucoup de combats finalement à mener en même temps. Alors, on y reviendra, mais j'aimerais donner la parole maintenant à Elsa Damani. Bonjour. Alors, j'arrive, démarrer ma vidéo. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous écoute. Ouais, super. Ok, bonjour à tous, bonjour Rokhaya et merci pour de nous faire participer. En fait, grâce à Internet, ça nous permet, nous, à La Réunion aussi, de participer à cette rencontre. Et vraiment, c'est des sujets qui sont très importants, qui nous intéressent beaucoup et on est très content d'être parmi vous. Moi, je voulais vous rebondir par rapport à l'histoire des quotas, mais donc du manque de reflets en fait, de la diversité sur nos écrans, à travers nos histoires, le manque de personnages, le manque de héros racisés ou issus des minorités. Et je voulais aussi amener la lumière sur les auteurs. Parce qu'en fait, tant que les auteurs, les réalisateurs, les scénaristes qui parlent de leur propre réalité n'ont pas la parole, en fait, n'ont pas le financement, n'ont pas le réseau, c'est un problème. Et on parlait des problèmes avec le CNC, le fait qu'il y ait beaucoup de projets qui ne passent pas les mailles
des sélections, ne serait-ce qu'au niveau des lecteurs quand on demande des financements pour le développement d'un film. Et je voulais vous parler du court-métrage en particulier, parce que le court-métrage, en fait, il y a peut-être parce que c'est plus petit que ça fait un petit peu moins peur. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de diversité dans ce court-métrage-là. D'ailleurs, Naïm a fait des courts-métrages qui nous aident beaucoup, nous, à Cinécourt, à La Réunion, avec tout ce qu'il véhicule. Donc, la place de la diversité dans le court-métrage. Et il y a notamment un dispositif du CNC qui s'appelle Talent en cours, et auquel je tiens beaucoup parce que en fait, ça permet à des auteurs, des réalisateurs qui n'ont pas forcément le bon réseau, qui n'ont pas forcément fait la bonne école, de proposer leur film, de le pitcher, donc de le présenter oralement sur leur propre énergie, au-delà de l'écriture, au-delà de peut-être des barrages voilà, de littéraires, et qui permet vraiment la rencontre entre des producteurs, mais aussi avec des diffuseurs. Et du coup, je voulais vous parler spécifiquement de notre travail à La Réunion. Donc nous, au-delà des barrières de discrimination, des barrières par rapport aux clichés sur les outre-mer, on a aussi la barrière évidemment géographique qui fait qu'on est loin des décideurs. Pour les rencontrer, c'est compliqué. Et notre région à La Réunion fait un petit peu comme l'évoquait avec son exemple de All Inclusive. Donc, accueil des tournages, accueil des gros projets bien financés, etc. Donc, soutient le cinéma, est connu comme une région qui soutient le cinéma. Mais grâce à ça, en fait, ça nous permet de décliner, d'avoir des financements pour faire d'autres projets, et notamment autour du court-métrage. Et donc, d'accompagner un certain nombre de talents, de repérer un certain nombre de talents pour les aider à travailler sur leur projet, à rencontrer des producteurs et des diffuseurs. Et on essaye, à travers une résidence d'écriture, donc qui décline talent en cours avec un talent Lacour, un peu donc créole, on les accompagne sur une résidence d'écriture, on leur fait rencontrer des producteurs, on les emmène à Paris, etc., pour rencontrer des décideurs, et également des chaînes, ce qui nous a permis, par exemple, de faire émerger un film de Vincent Fontano, qui est un réalisateur réunionnais qui vient du théâtre, qui est connu à La Réunion pour son œuvre théâtrale, et qui a fait un premier court-métrage. Ça a été le premier film en compétition au Festival international de Clermont-Ferrand cette année. Il est entièrement parlé en créole. Et il a été Grand Prix du court-métrage France Télévisions 2020. Et en fait, ça nous permet, c'est une étape, mais en fait, ça nous permet d'avancer et de rentrer dans ce monde du cinéma français d'une certaine manière, par le court-métrage. Laurence Lascari, que vous citiez également, a produit un de nos lauréats Talent Lacour, Manon Amakouti. Donc, ça fait partie. En fait, il y a beaucoup de producteurs qui sont quand même éveillés à faire changer les choses. Et on espère que les choses vont pouvoir bouger. Mais c'est vrai que ce genre de réunion, c'est important parce qu'on ne se parle pas aussi entre nous. On ne sait pas forcément ce qui existe. Là, on m'avait invité à intervenir à l'Assemblée nationale pour un rapport autour de l'audiovisuel dans les Outre-mer, parce que suite à la disparition de France O, c'est assez catastrophique au niveau du manque de visibilité que vont avoir certains projets ultramarins. Et en fait, j'entendais même les ultramarins dire qu'il n'y avait pas d'auteurs dans les Outre-mer. Alors que moi, je travaille tous les jours au contact de jeunes qui sont super talentueux et qui ont plein de choses à dire. Donc voilà, je voulais dire, c'est vraiment, je pense qu'on a tous une part de responsabilité et je pense qu'il y a des ouvertures en fait dans le mur, il y a des brèches. Peut-être que ça vient par le court-métrage, en effet, c'est peut-être moins impressionnant que l'Ascension qui fait des millions d'entrées, etc. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Merci de m'avoir écouté. Merci Elsa. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Alors, on prendra plutôt des questions. On a eu beaucoup de remarques. Je vais plutôt essayer de privilégier quelques questions. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais qu'on passe à la partie un peu solution. Encore une fois, peut-être en se donnant deux autres petite temps de questions. J'essaye de lire, je suis désolée, en même temps le chat pour voir s'il y a des demandes de prise de parole. Au niveau de la production des images, donc on a vu qu'il y avait plusieurs solutions proposées. Au niveau de la réception aussi, cette fois-ci des images, hier, quelques propositions ont été faites, notamment une par Nicolas Bancel qui était, il faudrait un musée de la mémoire avec de l'interactivité pour pouvoir aborder ces sujets-là.
Il y a eu aussi une deuxième proposition qui était sur la valorisation des langues, le multilinguisme ou le plurilinguisme des langues d'origine des familles. Alors là, avoir le lien direct ou pas, mais Elsa nous parlait justement d'un film fait complètement en créole, donc ça y participe. Et puis, également comme proposition d'utiliser l'art comme un média qui pouvait permettre de sensibiliser les personnes. Est-ce que de votre côté, alors Rokhaya Diallo ou Naïm, vous avez des solutions, des idées, des pistes que vous aimeriez partager? Et puis, en attendant que les uns ou les autres nous fassent aussi des propositions, n'hésitez pas encore une fois à lever la main. Pour ce qui me concerne, je pense que j'ai évoqué les pistes justement des nouvelles plateformes et des espaces alternatifs qui permettent de former des gens qui n'ont pas forcément accès à la formation. Donc, je pense que ça fait partie des solutions. Mais je crois qu'il faut vraiment exercer une pression constante sur les institutions. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de ces récits qui sont circonscrits à certains espaces. Je note quand même que tous les films qui ont de la visibilité vont facilement traiter en fait de banlieue, ce qui est une réalité. Mais je veux dire, toutes les personnes minoritaires ne sont pas en banlieue. Donc Divine, Les Misérables sont de très très beaux films avec des réalisateurs brillants. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir autre chose aussi. Déjà, c'est vrai qu'on a évoqué l'ascension, mais je pense qu'il faut rappeler que, d'ailleurs, bonjour Elsa, hein, je ne l'ai pas salué, et bonjour Patrice que je connais aussi par ailleurs. Mais Laurence Lascari, pour faire l'ascension, elle a mis des années en fait, parce que c'était une jeune femme de Bobigny qui est aussi noire et qu'on ne l'a pas prise au sérieux forcément tout de suite. Elle a réussi à monter un film qui se passe en banlieue, mais dont la thématique n'est ni la couleur de peau du protagoniste principal, ni le fait qu'il soit en banlieue, bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit caché. Je trouve que c'est aussi intéressant qu'il y ait des récits où il n'y a pas forcément la police, de la drogue, voilà. Et c'est bien que ces récits existent, mais c'est vrai qu'on a envie de voir aussi des choses différentes. Donc, peut-être que les institutions devraient être aussi ouvertes à la pluralité des expériences. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense qu'on est tous exposés de manière égale au virus qui est en train de circuler. Il y a eu un grand débat sur les retraites. Je veux dire, tout le monde est frappé aussi par des questions de cancer qui font aussi l'objet souvent de récits dramatiques. Je pense que voilà, le deuil, les histoires d'amour, les comédies sentimentales, ça concerne tout le monde. Et c'est aussi là qu'on a envie de voir des minorités. Moi, j'aimerais bien voir Frédéric Shaw dans une comédie romantique parce que c'est quelqu'un qui a tout à fait le profil. Hein, il est d'origine asiatique, c'est quelqu'un qui pourrait être le jeune premier d'une comédie romantique. Il n'est pas seulement caractérisé par son origine. Donc pour moi, parmi les solutions, il y a celle aussi de permettre à des gens qui n'ont pas forcément les profils attendus d'incarner des récits multiples et pas seulement des récits qui sont ancrés dans des espaces particuliers et avec des intrigues particulières. Oui, alors ça, effectivement, on évoquait ce débat tout à l'heure, c'est important. Donc, on est toujours dans la production, hein, encore une fois, là, des images. Alors, sur la réception, elle aussi, des images qui peut être importante parce que on dit bien qu'il y a des personnes qui voient justement ce déficit de diversité ou un peu dans le même ordre d'idées, ce déficit d'égalité de genre, mais d'autres ne la voient pas du tout. Donc, il faut aussi éduquer à voir, à traduire finalement les observations qu'on a dans ces différents médias. Alors, quelqu'un veut prendre la parole. Je crois que c'est Weiwei, si je ne me trompe pas. Une question, une réflexion, une idée de solution. Ah. Bonjour. Bonjour Rokhaya Diallo, bonjour tout le monde. Bonjour. J'aurais des petites questions vite fait, un petit quiz. J'entends très mal, désolé. Voilà, qui peut me répondre à la question de Aïssa Maïga? Les 5 acteurs noirs ou actrices? Dans le documentaire, il y en a plus que 5, donc c'est facile pour moi. J'écoute. Je pense que c'est facile de trouver. Enfin, je veux dire, il suffit de faire une recherche. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire aujourd'hui de faire une liste d'actrices et d'acteurs noirs. Il y en a plein. Je pense que même les anciens, il y en a depuis longtemps. Il y a Darling Legitimus, il y a Greg Germain. Enfin, moi, je vais citer ceux qui sont pas dans le documentaire et qui ont sans doute, pour certains, je pense à Darling Legitimus. J'ai envie de parler aussi de Zane Palcy, qui est une réalisatrice, qui est la première réalisatrice noire à avoir obtenu un César pour Rucaz Nègre. Greg Germain, qui avait un premier rôle dans une fiction française en 1979, je crois, sur TF1. Il y a
plein de gens. En fait, moi, ce que je trouve important, c'est non seulement de parler de ceux qui sont actifs aujourd'hui, mais aussi de ceux qu'on voit moins. Greg Germain, il fait du théâtre, il est très présent au Festival d'Avignon, mais il avait un rôle dans une série, un rôle de médecin, dans une série qui s'appelait Médecin de nuit. Et tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui ont, à un moment donné, été très présents dans l'imaginaire collectif, très mis en avant, et qui aujourd'hui ont moins de visibilité. Et ça, c'est aussi la question de la constitution, cette mémoire qui est à interroger. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, c'est super qu'il y ait Aïssa Maga, Omar Sy, Sonia Roland, Lucien Jean-Baptiste, Noum Diawara, etc., qui sont les acteurs d'aujourd'hui. Mais il y a un héritage, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, cet héritage-là. Il faut vraiment le répéter et le répéter. Voilà. Ok, merci pour la réponse. Donc, allez-y, votre deuxième question. Oui, je vous entends très mal, Nadia, des fois. Et dernière question, après j'arrête. Je voulais qu'on cite 5 acteurs blancs à Nollywood. Alors, moi, cette question-là, je l'ai beaucoup reçue par rapport aux acteurs blancs dans des cinématographies africaines. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de blancs qui ont la nationalité nigériane, en fait. Parce que moi, quand je parle d'acteurs noirs français, on parle d'acteurs noirs qui sont des ressortissants, pour la plupart des ressortissants de la France. Et les acteurs blancs nigérians, je ne suis pas certaine, des personnes blanches nigérianes, je ne suis pas certaine qu'elles soient nombreuses. Et le parallèle, pour moi, n'est pas vraiment exact. Il y a des gens qui parlent d'Alice Diop, qui prépare justement son premier long métrage, qui va parler de maternité et de deuil, donc un sujet relativement universel, et qui a été primé, qui a eu un César pour son film Vers la tendresse, qui avait aussi reçu les étoiles de la SCAM, une étoile de la SCAM pour son film La mort de Danton, qui a fait de superbes documentaires, La permanence, qui a aussi été primé. Mais parler des acteurs blancs dans le cinéma africain, pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'il y a très peu de blancs qui ont des nationalités africaines. Ce n'est pas du tout comparable. Donc, voilà, il y a une histoire coloniale en direction des minorités. Pardon ? Ce que je voudrais, c'est qu'on dépasse, parce qu'on a des interpellations à juste titre. D'ailleurs, on est plutôt maintenant sur les solutions. Hein, les constats ont été faits. Hein, on pourrait y passer encore beaucoup de temps, c'est vrai, c'est intéressant. Je voudrais passer la parole à Souad Belhaddad, qui l'a demandé depuis un moment. Souad, vous nous entendez ? Ah bon, pas Souad qui est peut-être parti. Tout à l'heure, j'ai demandé à quelle heure ça terminait. Du coup, peut-être qu'elle est partie. J'ai vu en tout cas qu'elle a demandé la question de l'heure de la fin, donc peut-être qu'elle devait partir. Je ne sais pas. Bon, alors. On a jusqu'à quelle heure là ? Alors, normalement, nous avions jusqu'à 12h05, donc je ne sais pas, Noémie, si on doit s'arrêter ou si on peut encore un peu continuer. Ça dépend aussi s'il y a. Vous en avez pour 35 minutes et puis après. On va en avoir encore quelques-unes. Ouais. Alors, si vous avez encore des remarques, des questions surtout des propositions de solutions, à voir si on peut aller jusqu'à 12h15, voire éventuellement 12h30 si vous êtes encore actif. Il y a encore 70 participants. Je ne pourrais pas rester jusqu'à 12h30. Ça va être très bien. Merci. Okay. 12h15, c'est très bien. Ok, on va jusqu'à 12h15. Alors je propose peut-être du coup, si on est jusqu'à 12h15 avec Rokhaya Diallo, de commencer peut-être par à la fois des propositions, mais peut-être des dernières questions à Rokhaya Diallo avant qu'elle nous quitte. Et puis, ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, on pourra revenir sur des propositions de solutions. Des demandes de parole ou pas alors? Bon, moi, je n'en vois pas. Ah, Patrice, on me dit que Patrice souhaiterait poser une question à Rokhaya Diallo. Patrice, on vous écoute. Oui, justement, je vais revenir là-dessus. Sur la question… Alors oui, je me présente. Oui, je suis Patrice Ferrus, je suis journaliste. Je travaille à TV5 Monde et effectivement, je suis ces questions avec beaucoup de passion. Alors moi, la question que j'ai, parce que moi, je suis assez fan des Oscars. Et je regarde souvent les Oscars. Et les Oscars, effectivement, ont été dans le feu de la polémique il y a quelques années, Oscar So White. Et ils ont procédé, hein, on peut toujours en discuter, mais ils ont procédé à un certain nombre de changements. Est-ce qu'il ne faudrait pas procéder à ce même type de changement? C'est-à-dire, l'Académie des Oscars a été repensée. Des gens comme Uzan Palsi, qu'évoquait tout à l'heure Rokhaya Diallo, ont intégré, par exemple, l'Académie des Oscars, puisqu'elle avait aussi travaillé à Hollywood. Il y a un certain nombre de compositions, il y a des gens qui ont cette sensibilité
Hein, je vois par exemple le réalisateur Nemat que je vois ici qui explique très bien. Moi, je ne sais pas si ça l'intéresserait, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir des gens, une diversité au sein de ces organismes pour pouvoir, par exemple, être dans des sphères de décision pour la production de films. Est-ce que ça vous semble globalement une bonne piste à explorer? Si je peux répondre là-dessus, c'est super intéressant parce que effectivement, Eusanne Palcy a intégré l'Académie des Oscars et c'est parce c'est aussi la seule femme qui ait réalisé un film, qui ait dirigé Marlon Brando au cinéma. Bien sûr, Voilà, c'est The pas White Red Season. absolument, c'est une personne qui à la fois compte dans le cinéma français mais compte aussi dans le cinéma international. Il y a Saïd Taghmaoui qui a intégré l'Académie des Oscars également. Saïd Taghmaoui qui était dans La Haine et qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il méritait en France et donc s'est expatrié aux États-Unis. Il est désormais aux États-Unis, oui. En ce moment, je crois en ce moment, avant qu'on soit tous coincés chez nous, je crois qu'il tournait un film, il me semble avec Ralph Fiennes, je ne sais plus, et Jessica Chastain, me semble-t-il. Donc oui, diversifier les jurés qui sont en charge de décider ce qui est le bon cinéma. Pour moi, c'est une évidence et je pense que c'est quelque chose de très important pour faire en sorte que ça change. Tout simplement avoir la possibilité, que d'autres personnes en fait aient la possibilité de juger de ce qui est… Parce qu'il y a quand même eu une incompréhension au-delà de la question des minorités. Je pense que la récompense de Roman Polanski a quand même suscité énormément d'interrogations. Et je pense que c'est un point sur qui, aujourd'hui, donne des prix et décide que telle réalisation peut être honorée. Et je pense qu'un collectif comme le collectif 50-50 que j'ai mentionné, qui travaille essentiellement sur la représentation des femmes dans le cinéma, mais qui a un vrai intérêt pour la question de la représentation des minorités ethno-raciales, et ben, c'est un collectif pour moi qui est important, qui est proactif, et à mon avis qu'il faut suivre et qui est à l'origine aussi de qui était impliqué dans cette fameuse photo au Festival de Cannes l'année dernière où il y avait 82 femmes sur les marches, du Festival de Cannes pour rappeler… Très peu de femmes avaient reçu jusqu'ici des palmes d'or. Donc, je pense que c'est ce genre d'initiatives qui exercent une forme de pression sur le milieu du cinéma sont importantes. Et que ce collectif-là, c'est un collectif où, effectivement, il y a Céline Sciamma, il y a Adèle Haenel, donc des femmes qui, aujourd'hui, ont une voix très, très forte sur la problématique de la représentation des femmes. Mais pas seulement, une vraie sensibilité sur tout le reste. Et je trouve que c'est important d'avoir aujourd'hui une pensée, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure utiliser ce terme dans les commentaires, mais une pensée intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la représentation des personnes minoritaires sur le plan ethno-racial sans penser à la présentation des femmes. Ce sont des dynamiques et la présentation des personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, un film comme Hors Norme, je pense qu'il n'aurait pas été le même s'il avait été réalisé, écrit et pensé par des personnes qui sont en situation de handicap. Et je pense qu'il faut que tout le monde ait accès aux récits qui les concernent. Tout à fait, et très bien. Merci beaucoup, Patrice, pour cette question. Donc, la diversité des jurys, comme ça peut se poser par ailleurs dans d'autres cadres, hein, d'ailleurs, et qu'on a fortement utilisé justement en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes comme une solution possible. Est-ce que il y a d'autres propositions sur ce qui pourrait être fait? On a beaucoup parlé de la production d'images, moins de la réception des images. Il y a quelqu'un qui parle du collectif 50-50, qui a proposé une Bible des techniciens dits de la diversité. Donc ça aussi, avoir des répertoires et des références, c'est aussi bien, parce que souvent la réponse, c'est il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on ne les connaît pas, etc. À partir du moment où on arrive à les lister, peut-être que c'est aussi un moyen de diversifier le recrutement. On parle des techniciens du cinéma, J'imagine. D'accord, très bien. Et après, sur la question de la réception, pour répondre, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens sont prêts. Les gens, ça ne les a jamais gênés de regarder le Cosby Show, le Prince de Bel-Air, où 100% du casting était noir. Donc, je pense que si on leur propose des histoires qui sont de bonnes histoires, ça marche bien. La fiction avec Sonia Rolland, qui est passée sur France 2, une fiction policière, elle a très, très bien marché. Elle avait le premier rôle, c'est passé il n'y a pas très longtemps, ça a très très bien marché, on a commandé une saison 2. Donc à partir du moment où les histoires qui sont racontées sont des histoires qui sont haletantes, qui intéressent les gens, ça fonctionne. Et les gens finalement ne sont pas bloqués sur le fait que le premier rôle est un homme d'origine asiatique ou une femme d'origine maghrébine. Si ça fonctionne, ça fonctionne.
Les Sauvages sur Canal+, par exemple, ça a très bien marché en replay. De Rebecca Zlotowski, ça a très bien marché. Et c'est issu d'un livre qui a été écrit. Ouais, pardon. Ouais. Oui, non, mais effectivement, cette question, ce qu'on disait tout à l'heure concernant la politique de l'offre ou la politique finalement de la demande, qui est très bien illustrée ici. On nous demande en chat si, Rokhaya, vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de jouer un rôle de médiation sur ces questions-là auprès de jeunes. Je ne sais pas ce que signifie exactement la question de la médiation, mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de m'exprimer auprès de jeunes personnes, d'échanger. Je le fais assez régulièrement et vraiment avec beaucoup de plaisir dans des collèges ou dans des lycées, mais aussi avec des structures qui s'occupent de la jeunesse, soit autour de projections, soit des discussions. Moi, je trouve que ou dans des médiathèques. Aussi, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent avec plaisir. J'ai eu l'occasion de le faire aussi en Guadeloupe, puisqu'on parlait de la Guadeloupe, et aussi en Guyane. Voilà, donc aussi bien sur la France hexagonale que dans les Outre-mer. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres demandes de questions. Naïm, est-ce que vous voudriez peut-être commencer à conclure sur ce sujet ? Je ne sais pas si je peux conclure, mais il y a une remarque que je voulais faire, c'était aussi dans la discussion, on est beaucoup concentré en fait sur un modèle qui est un peu France-Amérique, j'ai l'impression, enfin France-États-Unis, c'est-à-dire aussi concentré sur des oppositions. Là, par exemple, on parlait des Oscars par rapport aux Césars. Les Césars, c'est quand même une espèce de copie des Oscars, enfin, pour le peu que j'en connais, ou de ce que j'y ai été. On en fait un foin des Césars, mais je pense que c'est d'abord une organisation qui est assez peu légitime, je pense, et en fait sans fondement, à part de faire une espèce de spectacle sur Canal+ pour amener un peu d'audience, et qui n'est même pas vraiment un spectacle si on le compare aux Oscars. Donc, je me pose des questions sur la légitimité même en fait de l'importance qu'on accorde aux Césars. Enfin, bon, ça me regarde. Et puis aussi de dire, encore une fois, sur cette idée de la répétition du même, il y a des cinémas ailleurs qu'en France et aux États-Unis, et qui sont des scènes cinématographiques passionnantes. Enfin, il y en a toujours eu. Je pense en ce moment, par exemple, parce qu'on m'a invité à faire partie d'un groupe informel de partage de films algériens. Il y a une scène de cinéma algérienne qui est incroyable, et pour le peu que j'en ai vu, beaucoup plus intéressante que le cinéma français aujourd'hui, par exemple. Donc, il faut juste faire attention, c'est-à-dire que je pense que le cinéma français, s'il se restreint en fait dans son auto-répétition sociologique des mêmes types de personnages, ou bien qu'il est juste capable de regarder vers l'Amérique comme modèle ou anti-modèle, de toute façon, ce qui arrive, c'est qu'ailleurs, dans des contextes où il y a une jeunesse qui fabrique des images, etc. Donc, je pense par exemple à l'exemple algérien, mais en fait, il y a un cinéma sénégalais passionnant, il y a eu un cinéma égyptien passionnant, et sûrement qu'aujourd'hui, il existe encore, et ainsi de suite. De toute façon, d'autres images et d'autres formes de cinéma arrivent d'ailleurs, et qui vont être de toute façon plus excitants et plus intéressants que le nôtre, si on se contente, je dirais, d'être dans une répétition un peu occidentalo-centrée en fait de nos manières de faire, quoi, voilà. Très bien. D'ailleurs, vous avez, Naïm, fait également une production avec des jeunes mineurs étrangers. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot aussi sur ce… Oui, c'était à l'occasion, c'était une occasion qui s'était présentée de travailler avec un groupe de mineurs non accompagnés, voilà, donc qui ont migré en France ces 2 dernières années. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que je sais que dans la plupart des cas, quand on invite un cinéaste à travailler avec un groupe comme ça, on imagine que le cinéaste va apporter quelque chose à ce groupe, ou va le voir comme un groupe discriminé, ou voilà. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de se dire on a affaire à des jeunes gens qui ont des parcours de vie qui sont les leurs. On ne va pas spécialement d'ailleurs les remettre en scène dans leur itinéraire personnel, on ne va pas les sociologiser plus qu'ils ne sont, mais on va plutôt faire appel à leur capacité. En fait, c'est comment eux voient, par exemple, eux qui sont en France depuis moins longtemps que nous, comment eux voient en fait nos institutions, notre territoire, notre paysage, etc. Parce que c'est de là que ça vient, en fait, c'est de là que c'est intéressant, c'est de leur point de vue que
ce qui nous est devenu familier ou voilà, devient intéressant. C'est eux qui portent la force, en fait, d'une certaine manière. Et par leur regard et aussi par le langage, par les différents langages, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est aussi de cesser de considérer qu'on va apporter quelque chose à des jeunes gens en difficulté, mais plutôt de considérer que c'est par eux qu'en fait, on est censé se renouveler. Donc, c'est grosso modo pour moi un peu la même attitude, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Naïm. Les prochaines diffusions, Rokhaya Diallo, de Où sont les Noirs, est-ce que vous savez déjà où est-ce qu'on pourra visionner ce film? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si les producteurs sont là, mais je n'ai pas l'impression. Ils devaient se connecter, certains d'entre eux, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient là. Je sais qu'il y a eu des intérêts d'autres chaînes et que nous, enfin, le film est toujours disponible pour une projection. Hein. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il tourne un petit peu quand on aura la possibilité de le faire tourner. Mais j'ai pas du tout, je ne sais pas quelles seront les prochaines diffusions et combien de diffusions a prévu RMC Story. Mais je ne manquerai pas de vous informer si j'ai l'information. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, je pense qu'on va pouvoir peut-être clôturer, mais j'ai une dernière question quand même qui me taraude. Pour aider et amener à ce qu'il y ait des changements, que ce soit dans les jurys de décision, que ce soit dans les financements de production, que ce soit dans des mesures liées à des réseaux à mettre en place, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'une demande sociale sur ces sujets-là? On parlait tout à l'heure de la politique de l'offre, mais est-ce que la politique de la demande, qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas organisée, pourrait être organisée justement? Est-ce qu'il y a besoin qu'en France, il puisse y avoir une demande pour plus de diversité? Je ne sais pas de quelle manière la demande pourrait être formulée, mais pour moi, elle est présente. Il suffit de voir ce qui marche sur Netflix. Je veux dire, quand on voit ce que les gens ont envie de voir, tout à l'heure sur Netflix ou sur d'autres plateformes, tout à l'heure, effectivement, Naïm a évoqué les cinématographies qui sont en dehors justement de ce binôme France-États-Unis. Je ne sais pas, un artiste comme Blitz, The Ambassador, a fait un film qui marche très bien. Alors, ce n'est pas sur Netflix, mais c'est sur notre plateforme. Lui, il est ghanéen. Mati Diop, elle est franco-sénégalaise. Elle a été primée à Cannes pour un film qui est sur Netflix aussi et qui est intégralement tourné au Sénégal en Wolof. Je pense que la demande est là. Les gens ont envie de voir autre chose. Simplement, le filtre des personnes qui sont en mesure de produire des contenus, en tout cas pour le compte de la France, eh bien, empêche à ces récits multiples d'exister. Donc, pour moi, ce n'est pas tant une question de demande que de qui tient les cordons de la bourse et qui a la possibilité en fait, de signer des contrats pour que tel ou tel type de récit existe. Et ça, pour moi, et puis après, aussi la possibilité pour les gens de ne pas se contenter effectivement de regarder soit des films américains, soit des films français, peut-être d'aller voir ailleurs. Et ça, je pense que c'est possible aussi grâce, je sais qu'il y a un film sud-africain qui va arriver sur, bon, je parle de Netflix encore, mais c'est intéressant. Il y a un film de Nollywood aussi qui a été signé par Netflix, donc ça veut dire qu'elle a la conscience d'une envie de regarder autre chose. On parlait d'Aïssa Maïga, elle a joué aussi dans un film qui a été tourné au Malawi, qui est disponible sur Netflix, qui est un film africain en fait, donc en tout cas qui est en partie tourné en Afrique. Donc ça veut dire que cette demande-là, elle n'a pas besoin d'être exprimée, il faut simplement lui trouver une réponse pour moi. Et une réponse et une voix, parce que c'est vrai que beaucoup de films très, très intéressants qui viennent d'ailleurs, hein, pas forcément réalisés d'ailleurs en France, ne sont visibles quasiment que dans des salles d'art et d'essai. Par exemple, on en entend très très peu parler dans les médias mainstream. Naïm, vous vouliez dire peut-être aussi quelque chose? Désolée, je vais devoir vous laisser. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas rester plus. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention. Merci, enchantée Naïm, et bravo pour ce travail. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette discussion. C'était super intéressant. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester. J'ai quelques obligations, mais voilà, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. À très bientôt. Merci. À bientôt. Donc, les Noirs, hein, donc on le rappelle, film à la fois très esthétique et très puissant en termes de réflexion sur la diversité dans les médias. Naïm, vous vouliez peut-être… Oui, un peu toujours pour me répéter, c'est-à-dire que je pense que, à mon avis, la demande d'autre chose, elle est là. Et on fait comme si elle n'était pas là. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que ça arrange ceux qui pensent qu'elle n'est pas là, puisque ça permet de maintenir en fait en état
des manières de faire enfin, c'est juste un réflexe conservateur. Moi, je formulerais la remarque autrement, c'est-à-dire que si le cinéma français continue d'être conservateur, il sera juste débordé en fait par autre chose qui de toute façon arrive. Donc c'est plutôt, moi j'alerterais plutôt en disant mais faites attention parce que c'est juste si vous ne faites rien, ça va juste s'épuiser enfin vous allez juste vous retrouver dans un désert en fait simplement parce que les gens iront voir autre chose si autre chose est proposé. La diversité c'est l'avenir en gros. C'est une évidence, oui, ça a toujours été. Enfin, l'histoire est toujours faite comme ça. De toute façon, il suffit de la retracer. Hein, c'est pas, c'est toujours des marges que ça vient et c'est toujours du divers que ça vient. Donc, ceux qui se contentent de répéter la même chose finissent simplement par se retrouver tout seuls. Alors, Naïm, on vous demande dans le chat à quand un long métrage? Ouais, ça, c'est une vraie question. Enfin, je sais pas, parce que encore une fois, je pense que c'est moi, en ce qui me concerne, je ne changerai pas de modèle de production, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas de passer à quelque chose de plus gros, avec plus d'argent et des acteurs professionnels, etc. Donc, ce qui m'importe, c'est de garder ce modèle de production qui consiste à travailler avec des gens ici, des acteurs amateurs, à chaque fois des nouveaux et ainsi de suite. Et donc, si en gardant ça, ça peut permettre à un moment donné de faire un film plus long, tant mieux. Et si pour l'instant, c'est faire des cours, peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant. Voilà.